Il y a des gens qui ne savent pas vraiment dire non. Pas parce qu'elles sont faibles, pas parce qu'elles n'ont aucune personnalité, mais parce qu'au fond d'elles, dire non ressemble presque à une trahison. Elles peuvent avoir envie de faire autre chose, penser différemment, être épuisées, ou même savoir qu'une situation leur fait du mal. Mais malgré tout ça, elles acceptent. Parce qu'elles ont peur de décevoir, peur de créer un conflit, peur qu'on les regarde différemment. Et surtout, peur qu'on arrête de les aimer. Et je trouve que Kiroa représente ce problème. Kiroa a grandi dans une famille où l'amour et le contrôle sont tellement mélangés qu'il devient presque impossible de les différencier. Sa famille dit vouloir le protéger. Elle dit savoir ce qui est bon pour lui. Elle prétend agir dans son intérêt. Mais en même temps, elle choisit son avenir, contrôle ses relations. Il lui apprend que sa volonté personnelle est un problème qu'il faut corriger. Et c'est là que son histoire devient beaucoup plus intéressante qu'une simple histoire de famille toxique. Parce que Kiroa réussit assez rapidement à quitter sa maison. Mais mentalement, il lui faudra beaucoup plus de temps pour la quitter réellement. Et je pense que c'est une chose qu'on sous-estime souvent. On peut partir d'un endroit sans que cet endroit parte pour nous. On peut couper une conversation, quitter une relation, prendre son indépendance. Et malgré tout, continuer à entendre les mêmes ordres dans notre tête. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ça. De cette étrange confusion entre aimer quelqu'un et lui obéir. Est-ce que désobéir à quelqu'un signifie forcément qu'on ne l'aime plus? Kiroa est né dans la famille Zoldyck. Avant même qu'il puisse découvrir qui il est, il deviendra un assassin. Il reprendra l'héritage familial. Il sera plus fort, plus froid et plus efficace que les autres. On entraîne son corps à résister à la douleur. On entraîne aussi son esprit. Ne montre rien, ne t'attache pas, ne prends pas de risques inutiles. La survie et l'obéissance sont les maîtres mots. Dans cet environnement, personne ne cherche à connaître ses envies. Elles sont considérées comme une distraction. Sa sensibilité devient une faiblesse. Son besoin d'amitié ressemble presque plus à une anomalie qu'il faudrait corriger. Alors Kiroa s'enfuit. Vu de l'extérieur, ce départ ressemble à une libération. Il voyage seul. Il prend ses propres décisions. Seulement, une prison ne disparaît pas toujours au moment où on quitte ses murs. Certaines règles continuent à vivre en nous. Kiroa est loin de sa famille, mais il juge encore ses choix avec les critères qu'elle lui a imposés. Illumi a parfaitement compris comment contrôler son frère. Il pourrait lui donner des ordres en permanence. Il a choisi quelque chose de beaucoup plus efficace. Il lui a installé une peur directement dans son esprit, grâce à cette fameuse aiguille. Kiroa n'aura que le choix de fuir, sans réfléchir. Sur le papier, ça peut presque sembler raisonnable. Éviter un danger inutile, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais avec le temps, cet ordre cesse de ressembler à une intrusion. Ça devient un réflexe. Kiroa croit écouter son instinct, alors qu'il exécute encore les volontés d'Illumi. L'aiguille représente bien plus une technique de manipulation. Elle représente toutes les phrases répétées si longtemps, qu'on a fini par oublier d'où elles viennent. Tu n'en es pas capable. Ce projet n'est pas raisonnable. Tu vas finir par le regretter. Au départ, quelqu'un nous parle. Quelques années plus tard, on se parle à nous-mêmes avec exactement les mêmes mots. On appelle ça de la prudence, du réalisme, de la maturité. Pourtant, derrière ce discours raisonnable, il y a parfois une ancienne peur qui cherche seulement à nous maintenir à notre place. Lorsque Kiroa retire l'aiguille, il ne cesse pas d'avoir peur. Il retrouve quelque chose de plus précieux que l'absence de peur, la possibilité de décider malgré elle. À partir de cet instant, il peut enfin se demander: est-ce que je veux vraiment partir ou est-ce qu'on m'a appris à fuir? La rencontre avec Gon transforme profondément Kiroa. Pour la première fois, quelqu'un apprécie sa présence sans attendre qu'il devienne l'héritier parfait des Zoldyck. Gon ne le regarde pas comme une arme. Il ne cherche pas à exploiter ses capacités. Il veut simplement avancer à ses côtés. Cette amitié offre à Kiroa une liberté qu'il n'avait jamais connue. Elle révèle aussi une blessure plus discrète. Lorsqu'on a toujours dû mériter sa place, recevoir une affection gratuite peut devenir difficile à croire. Alors on cherche une raison pour laquelle l'autre devrait nous garder. On se rend utile. On protège. On anticipe tous ses besoins. On devient indispensable. Kiroa veille constamment sur Gon. Il évalue les risques à sa place. Il met ses propres émotions de côté. Même parce que Gon agit de manière dangereuse ou injuste, Kiroa reste près de lui.
Son attachement est sincère. Il ne reçoit plus d'ordre de sa famille. Pourtant, sa vie continue de tourner autour de l'aventure de quelqu'un d'autre. Gon ne lui demande pas de disparaître. Killua le fait tout seul. Parce qu'au fond, être nécessaire lui paraît plus rassurant qu'être simplement aimé. Si Gon a besoin de lui, alors il restera. S'il n'a plus besoin de lui, Killua ne sait pas encore ce qui pourrait justifier sa présence. C'est une peur que beaucoup de personnes connaissent. Elles sont toujours disponibles. Elles règlent les problèmes de tout le monde. Elles écoutent pendant des heures sans jamais parler d'elles. Puis elles appellent ça de l'hyper-empathie. Une partie de cette empathie est réelle. L'autre partie cherche parfois à éviter une question plus douloureuse. Est-ce qu'on m'aimerait encore si je cessais d'être utile? Le contrôle ne ressemble pas toujours à une menace. Il peut prendre la forme d'une inquiétude, d'un sacrifice qu'on nous rappelle régulièrement. Après tout ce que j'ai fait pour toi, je dis ça pour ton bien. Si tu m'aimais vraiment, tu ne ferais pas ça. Chaque phrase prise séparément peut sembler banale. Leur accumulation produit autre chose. La personne ne cherche plus à exprimer son opinion. À partir de là, dire non devient très difficile. Refuser une demande ne ressemble plus à un simple désaccord. Ça ressemble à une attaque contre la relation entière. Alors on accepte. On choisit les études qui rassurent la famille. On annule ses projets pour rester disponible. On supporte des comportements qui nous épuisent. Petit à petit, on devient très doué pour comprendre les attentes des autres. On repère les changements d'humeur. On évite certains sujets. On sait exactement quelle réponse empêcherait une dispute. En revanche, savoir ce que l'on désire devient plus compliqué. À force de protéger la paix autour de soi, on crée parfois une guerre silencieuse à l'intérieur. Avec Aluka, Killua ne veut plus rester entre deux positions. Sa famille la considère comme une menace. Elle doit être enfermée, surveillée et utilisée avec précaution. Son humanité passe après son pouvoir. Killua refuse cette vision. Il ne la voit pas comme un danger à maîtriser. Il la voit comme sa petite sœur. La protéger lui demande un courage qui va au-delà de sa force physique. Il doit affronter le jugement de sa famille, prendre une décision qu'il condamne, accepter qu'on le traite d'inconscient ou de traître. Cette fois, il n'essaie plus de trouver une solution qui satisfera tout le monde. Il doit choisir, et choisir implique de renoncer à l'approbation de certaines personnes. Il ne désobéit pas pour provoquer, il ne cherche pas à se venger de sa famille. Il agit selon ce qu'il considère juste, même lorsque les autres refusent de le comprendre. Son geste marque une rupture profonde avec l'enfant qu'il était. Avant, la désobéissance déclenchait immédiatement la peur. Avec Aluka, Killua accepte cette peur sans revenir en arrière. Il avance sans attendre que sa famille valide sa décision. Prenez une décision récente. Un service que vous avez accepté. Un projet abandonné après avoir entendu l'avis d'un proche. Puis, posez-vous cette question. Si j'étais certain que personne ne m'en voudrait, est-ce que je ferais encore le même choix? Une réponse positive indique probablement une envie réelle. L'inverse révèle peut-être que la peur du conflit a décidé à votre place. Il ne s'agit pas de devenir froid ou de refuser chaque demande. Tenir compte des autres fait partie de toute relation. Mais disparaître systématiquement pour les satisfaire, non. Commencez avec une situation simple. Refusez une demande lorsque vous n'avez réellement pas l'énergie. Prenez une petite décision sans consulter tout votre entourage. La culpabilité apparaîtra peut-être immédiatement. Vous aurez envie de vous justifier, de revenir sur vos mots. Ne confondez pas automatiquement cette culpabilité avec une faute. Lorsqu'on a longtemps été récompensé par son obéissance, la moindre action d'indépendance peut donner l'impression de faire du mal. Ce malaise ne prouve pas que la limite est injuste. Il montre parfois seulement qu'elle est nouvelle. Et finalement, Killua nous oblige à regarder une question qu'on évite souvent. Combien de nos choix viennent réellement de nous? Et combien servent seulement à ne décevoir personne? On peut appeler ça de la gentillesse, de la loyauté, du respect. Mais parfois derrière ces mots, il y a surtout la peur de perdre une place dans la vie de quelqu'un. Il nous montre qu'on ne devient pas libre parce que plus personne ne nous donne d'ordre. On le devient lorsqu'on cesse de laisser la peur des autres guider notre choix. Alors la prochaine fois que tu accepteras quelque chose que tu ne veux pas vraiment, ne te demande pas seulement si tu risques de blesser l'autre. Demande-toi aussi ce que celui est en train de te coûter.
Parce qu'un lien qui exige constamment que tu t'effaces ne te demande pas seulement de l'aimer, il te demande de renoncer à toi. Et qui nous rappelle peut-être ceci: désobéir aux attentes des autres, ce n'est pas toujours les trahir. Parfois, c'est simplement d'arrêter de se trahir soi-même.